Alors, bonjour tout le monde. Et merci à l'administration d'avoir organisé du coup cette journée pour donner l'occasion de présenter un peu notre laboratoire jeune. Alors, notre laboratoire jeune s'appelle Enigma ou Enigma. Alors, on essaie de comprimer une phrase à l'intérieur, comme ça se fait souvent d'ailleurs dans les labos jeunes, donc on a essayé d'imiter cette pratique. L'idée, c'était voilà, de travailler sur l'avenir à interpréter, imaginer et méditer dans l'Antiquité. Ce projet, on a commencé à le méditer justement à partir de 2023 avec un groupe de camarades et d'amis qu'on a rencontrés au fil de nos études, soit à l'ENS de Lyon, soit au fil de rencontres aussi entre diverses universités. Et donc on a monté le projet administratif au cours de l'année 2023, donc c'est pas l'année où le laboratoire a commencé, il a commencé officiellement en 2024. Donc là il y a un peu un jeu sur les dates. Et si on a poussé jusqu'à 2026, c'est parce qu'on a obtenu aussi de le reconduire une année supplémentaire, car normalement, le laboratoire jaune dure 2 ans civils. Voilà un peu pour les informations plus immédiates. Alors, tac. Alors, l'objectif du laboratoire à la base, c'était de travailler sur euh, la notion de besoin d'avenir dans les sociétés anciennes, et plus particulièrement, surtout le bassin méditerranéen, puisque la, la plupart de nos camarades qui ont constitué le laboratoire travaillaient en particulier sur les lettres classiques, donc latin et grec, mais on a aussi ouvert en fait le champ d'études. Ah, ok, merci. À sa réception, voilà, ça c'est la page du site, donc du portail, pas du portail des études, mais de la page web de l'ENS, où notre labo figure. Donc l'objectif du... Je reviens, oui. L'objectif du projet, enfin, initialement le projet de labo, c'était travailler sur le besoin d'avenir. On était plutôt les antiquisants à la base, mais on a étendu le champ d'études aussi à la réception, donc que ce soit en littérature, ah oui, pardon, en littérature médiévale ou même encore au-delà jusqu'à la philosophie contemporaine. Car voilà, l'enjeu principal, c'était de trouver une équipe suffisamment interdisciplinaire, puisque uniquement en tant qu'antiquisant, vous ne pouvez pas former un laboratoire jeune. Voilà pour les éléments principaux pour l'équipe. Alors, on est arrivé à peu près à un équilibre de 9 membres afin ensuite d'organiser un peu le programme des manifestations scientifiques. Donc, on a trouvé voilà, quelques camarades, amis qui étaient volontaires. En littérature, comme vous voyez, on a essayé de répartir en couleur ici sur la diapo. Que ce soit en littérature latine, littérature grecque, lettres modernes, 17e, littérature comparée, et aussi en champ de philosophie. Voilà, pour couvrir à peu près l'ensemble des siècles. Ça, c'était pour la constitution initiale du labo. On n'avait pas forcément prévu d'être sélectionné dès 2024, donc on a été un peu pris de court, parce qu'on voilà, on savait pas trop voilà, quelles étaient les échéances ou les difficultés pour obtenir un laboratoire jeune. Donc voilà, la première année a été surtout consacrée à préparer des séminaires en interne. Euh, est-ce que... Oui. Euh, du coup, effectivement, je prends la suite. Donc, comme Étienne l'a dit, on a consacré la première année d'existence du laboratoire plutôt à un travail de préparation. De préparation approfondie des manifestations scientifiques qu'on voulait pouvoir organiser après. Puisqu'on avait évidemment, on s'était réunis et on avait déjà pensé un cadrage un peu lâche pour le laboratoire, enfin un cadrage qui pouvait permettre de déposer un dossier, mais de là effectivement à imaginer des manifestations concrètes, ça demandait encore un autre travail. Donc on a eu un petit séminaire au cours de l'année 2024 qui s'est réuni plusieurs fois et qui nous a permis donc d'abord effectivement de lancer un petit peu les travaux parce que tout le monde ne se connaissait pas, de répartir des responsabilités, de gérer l'organisation administrative et puis après d'avoir des premières communications, des échanges bibliographiques et une mise en commun de nos rapports à la thématique puisque effectivement comme Étienne l'a dit, on venait de différents horizons et donc avec des approches tout à fait effectivement différentes de la littérature et la langue latino-grecque jusqu'à la philosophie contemporaine. Et donc après ces premières séances, effectivement à l'automne 2024, on
on a lancé, on s'est réparti en fait en 3 équipes pour organiser 3 événements. C'était la slide précédente, mais non, mais t'embête pas, tu fais bon comme tu veux. On s'est dit qu'on allait avoir un arc de progression, si on peut dire, avec 2 journées d'études et un colloque pour terminer tout au long de l'année 2025, en essayant d'espacer, et donc effectivement avec des journées d'études en mars et en juin, et un colloque final en novembre 2025, qui avait vocation à avoir au moins une ouverture internationale. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on s'est réparti les tâches, donc avec un trinôme, puisque nous étions 9 membres, un trinôme pour chaque manifestation, étant entendu, évidemment, que on filait, si j'ose dire, on filait un coup de main quand il y avait besoin au trinôme en charge. Et c'est ce qui nous a amené à organiser la première journée d'études, c'est la slide suivante. Voilà, dont je parlerai moi, puisque elle est effectivement, je faisais partie du trinôme d'organisation. Première journée d'études qui a porté sur la question de l'incarnation de l'oracle et du discours prophétique, donc sur effectivement les figures elles-mêmes, hein. Comment est-ce que ces figures sont caractérisées en tant que, à la fois en tant que personne ou personnage dans les textes littéraires, et comment est-ce que ces figures sont caractérisées en tant que prophètes ou voyantes, ou, etc. Et comment ces caractérisations trouvent leur origine dans le champ antique et ont ensuite été perpétuées, reconfigurées, importées au Moyen-Âge notamment, et puis même à l'époque contemporaine. Donc pour cette première journée d'études, on a eu la chance d'avoir une grande diversité d'intervenantes et d'intervenants, ce qui était particulièrement précieux parce que ça peut permettre un dialogue assez intergénérationnel entre effectivement des jeunes doctorantes et doctorants et de presque aussi jeunes professeurs des universités ou maîtres de conférences. Et donc ça a été une journée d'études particulièrement stimulante à cet égard, qui a été publiée récemment sous la forme d'un numéro de revue que nous avons coordonné, le Trinôme qui avait organisé la journée d'études, dans une revue en open édition. Donc Ars-Scribendi, interférence Ars-Scribendi. Voilà. Et donc vous avez ici la page avec donc un cadrage méthodologique, et puis après un certain nombre d'interventions et une forme de conclusion dont je m'étais acquitté. Voilà pour la première journée. Okay, c'est bon. La seconde journée, alors c'est à moi de la présenter puisque j'ai été amené à l'organiser aussi. Alors, est-ce que ça a marché? J'espère qu'on entend mieux cette fois. Ah, voilà, ça y est. Ma voix résonne. Tu veux une chaise? Oh, oui, c'est mieux que le scoliose, effectivement. Merci. Alors, est-ce que je penche? 1, 2. Alors, donc, cette seconde journée, elle était plutôt en plein été, finalement, en 6 juin. C'était un peu compliqué à organiser parce que donc on était tous les 3, donc Julien, moi-même, Étienne et Valentin, à 3 universités différentes. Julien était à l'université de Caen, Valentin à Nice, et à ce moment-là, je me trouvais en séjour d'études à Rome, ce qui fait qu'on n'arrivait pas trop à se voir. Donc on a fait des coups de téléphone, des mails, tout ça. Et on a eu beaucoup de chance d'avoir effectivement, encore une fois, l'organisation administrative de l'ENS de Lyon pour gérer aussi la logistique, puisque ça aurait été très compliqué autrement à distance. Donc on a essayé, dans la continuité de la première journée, de proposer des recherches, cette fois, tournées plutôt du côté de la réception du prophète, c'est-à-dire sa place dans un contexte d'énonciation, à qui parle le prophète, qui reçoit son message et quel sens peut être donné à ce message. D'où cette appellation, le prophète situé dans le monde. C'était une approche qui était plutôt orientée du côté de la philosophie, en grande partie en raison de mes 2 co-organisateurs, Valentin et Julien, qui avaient commencé donc un doctorat de philosophie respectivement. Donc voilà, on a essayé de trouver une approche qui soit quand même à la fois de littérature et de philosophie. Donc on a tous les 3 participé, organisé la journée, mais aussi on y a contribué, car c'était aussi notre volonté initiale.
Et on a trouvé aussi un certain nombre d'intervenants, d'intervenantes surtout. D'ailleurs, oui, il aurait fallu mettre participantes ici, puisque c'était en fait 5 participantes qui se sont portées volontaires pour contribuer à nos journées. Et on a réussi à avoir des profils, encore une fois, assez variés, non seulement du point de vue donc, de l'avancée dans la carrière, hein, des ATER, maîtres de conférences, doctorantes, et même une étudiante de master, et aussi dans les champs disciplinaires, puisque Loan Ardelais, que vous voyez à la toute fin ici, était en fait en études chinoises. Et plus particulièrement en philosophie ancienne. Donc ça a été très intéressant de comparer effectivement les réceptions des philosophies contemporaines du côté plutôt méditerranéen et du côté chinois. Voilà pour les spécificités de cette journée. Pour ne pas trop être redondant par rapport à Hugo, ce que l'on peut présenter aussi, c'est comment on arrive à recueillir des gens qui ne nous connaissent pas, parce que nous sommes encore jeunes et doctorants, donc on n'a pas vraiment eu l'occasion de rencontrer des figures déjà installées dans les universités. Alors il y a plusieurs manières de le faire, bien sûr. La plus traditionnelle, c'est d'envoyer un appel à communication sur différents sites. Alors pour les lettreux, on connaît assez bien Fabula, enfin en France du moins, c'est assez fréquenté comme site. Et dans les retours des différentes intervenantes et intervenants, c'est effectivement souvent par ce médium qu'ils ont eu vent des journées que l'on communiquait. Mais il y a aussi d'autres voies moins, comment dirais-je, visibles ou accessibles immédiatement. C'est aussi la rencontre lors de colloques ou journées d'études respectives, où c'est le moment aussi trouvé pour faire de la publicité, annoncer les journées. Et généralement, si le colloque auquel vous assistez se trouve être plus ou moins lié à votre laboratoire, ça marche encore mieux. C'est-à-dire que c'est ce qui est arrivé en 2024. J'avais assisté à un colloque sur les prophètes et les poètes, donc ça tombait bien. Et beaucoup de gens s'étaient montrés intéressés et ont participé finalement à nos journées. C'est le cas par exemple ici de Camille Semenzato. Et la journée première, c'était Pierre-Alain Calto aussi, qui avait montré l'intérêt et qui avait même donc contribué à notre journée. Voilà un peu pour les éléments complémentaires. Et je laisse la place à Thibaut pour le colloque. Et donc oui, moi je vais vous parler brièvement du dernier événement scientifique qu'on a organisé, à savoir un colloque sur 2 journées en décembre dernier. Donc le colloque, c'est évidemment un événement scientifique d'une, disons, plus grande ampleur qu'une simple journée d'études. Ça demande aussi un investissement financier plus important. Pour vous donner un ordre d'idée pour éventuellement les étudiants qui voudraient, parce qu'au moment de constituer les labos jeunes, on vous demande de faire un budget prévisionnel. Cette journée nous a coûté 1 100 € à peu près. Enfin, ce colloque nous a coûté à peu près 1 100 €. Attention, ça peut monter vraiment très vite. Vous le voyez avec cette liste des participants et participantes. On a eu 2 intervenants qui venaient du Maroc, Soukaina Bouchor et El Mehdi Agoucht. Donc nous, on ne proposait pas, par exemple, de financer les déplacements. Et donc cette restriction du budget nous a conduit à mettre en place en fait un dispositif comodal. Ce qui change aussi la figuration de votre événement scientifique. Donc prévoyez ça aussi au moment de faire le budget, au moment de... si ça peut vous servir de conseil, au moment de réfléchissez aussi à la forme que vous voulez que prenne votre événement scientifique pour savoir quelle partie du budget vous allez allouer. Est-ce que vous mettez plutôt l'argent dans le transport? Est-ce que vous mettez ça dans l'hébergement? Et on ne se rend pas compte, mais c'est aussi un des grands mérites, je dirais, de ces dispositifs des laboratoires jeunes, c'est que ça vous apprend l'exercice délicat du budget. Alors heureusement pour ça, on est très bien accompagné à l'ENS. J'aimerais remercier Samira Riahi qui est avec nous dans la salle et qui nous a beaucoup aidés. Donc voilà, si je dois vous dire en gros l'intérêt de faire des labos jeunes, puisque c'est surtout aux étudiants de master et à ceux qui veulent en créer un que je m'adresse, en fait ces dispositifs vous permettent aussi de voir toute la face cachée de la recherche. Vous n'êtes plus juste des étudiants qui allez vous consacrer à vos recherches coupées du reste du monde. Vous allez vraiment travailler avec ceux qui permettent à la recherche d'exister, aux gens de l'administration. Et ça, c'est très précieux de pouvoir découvrir ça quand on est des étudiants et qu'on est juste dans un rapport un peu trop binaire, disons, entre étudiants et professeurs. Pour ce qui est... donc vous reconnaissez... l'affiche, la fresque de Raphaël dont on s'était déjà servi en début de diaporama. Donc voilà en gros quel avait été le programme
de ce colloque. Si jamais vous voulez en parler plus longuement, on sera à la table et on aura le temps d'en discuter. L'objectif principal de ce colloque, ça avait été un peu à la fois une fonction un peu résomptive et en même temps d'ouverture. En gros, on a fini par la question du fondement. Qu'est-ce qui fonde notre labo jeune? Pourquoi cet objet d'étude est encore ou pas valable aujourd'hui, avec cette question de la disparition et de la résurgence des discours prophétiques. Et donc, en fait, en se posant cette question même de la pertinence de traiter notre objet d'étude dans le champ contemporain, on a pu aborder des questions politiques. Vous avez peut-être entendu parler du fameux Peter Thiel et autres prophètes de malheur qui existent aujourd'hui dans le champ politique. Voilà, c'était une occasion un peu de parler de l'adaptation de ces figures dans différents domaines politiques, philosophiques, littéraires. Et donc, ce dernier colloque nous a permis à la fois de mélanger les approches temporelles et disciplinaires. Et ça a été vraiment des journées très enrichissantes. Je ne peux que vous recommander cette expérience de laboratoire jeune. Et donc, effectivement, pour terminer rapidement, puisque le but, c'est d'expliquer pas comment faire, mais d'avoir un retour d'expérience. Je dirais que, comme effectivement l'ont mentionné Thibaut et Étienne, ça permet vraiment de découvrir comment fonctionne concrètement la recherche, ce qui est extrêmement précieux. Et ça permet sans doute aussi après de comprendre mieux en tant que possible intervenant ou intervenante dans des manifestations scientifiques. Ça a été aussi une expérience de recherche interdisciplinaire particulièrement fructueuse, parce qu'effectivement, en fait, les cadres pluridisciplinaires ne sont pas si fréquents que ça, hein, on s'en rend compte quand même. Et l'obligation qui est faite au laboratoire junior d'être interdisciplinaire est vraiment, je pense, une contrainte créative. Ça a été aussi, effectivement, je pense, l'occasion de nous questionner sur notre statut de jeunes chercheurs et chercheuses, parce que c'est un statut qui est un peu ambigu. Quand on est doctorante ou doctorant, par exemple, les gens pensent souvent que ça veut dire qu'on fait encore des études, qu'on est un étudiant ou une étudiante qui serait un peu trop attardé sur les bancs de la fac, et que, en gros, on n'est pas dans le monde professionnel encore. Alors qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a toutes sortes de cas de figure quand on est doctorante ou doctorant, qu'on soit effectivement dans le cadre d'un contrat ou en enseignant à côté, etc. Mais en fait, c'est un métier, hein. On est un chercheur, une chercheuse, certes jeune, mais néanmoins chercheuse à part entière, et on se forme à être ça. Et ce laboratoire jeune, c'est aussi une manière de prendre conscience de ce statut et de ne pas avoir de fausses, pas de fausses, mais de ne pas avoir sentiment d'illégitimité, je pense, en tout cas, d'aller un peu au-delà de ce sentiment d'imposture qu'on peut avoir, et d'assumer que, en fait, quand on est en thèse, on représente aussi le futur de la recherche, et que c'est bien aussi de donner une voix au futur de la recherche. Voilà.